sommaire de cette édition en République démocratique du Congo, au moins 16 civils ont été tués dans un nouveau massacre en Ituri. Un bilan confirmé par une source au sein de la MONUSCO. Des dizaines de manifestants ont défilé ce mercredi à Khartoum pour marquer le premier anniversaire de la dispersion sanglante de sit-in. Et puis la force conjointe du G5 Sahel, force militaire sahélienne contre le djihadisme, a inauguré près de Bamako son nouveau poste de commandement. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, le procès de Vital Kamerhe a repris ce mercredi. Cette reprise intervient une semaine après la mort soudaine du juge chargé de l'affaire, Raphaël Nyani. Vital Kamerhe et deux autres prévenus sont poursuivis, rappelons-le, dans une affaire de détournement des fonds alloués au projet des maisons préfabriquées dans le cadre du programme de 100 jours de Félix Tshisekedi. La troisième audience du procès de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, s'est tenue avec un nouveau président, le juge Piero Bakangé Mvita. Il succède à Raphaël Nyani Mvungu, décédé soudainement la semaine dernière. Pour la première fois ce mercredi, les témoins sont passés à la barre. Le premier à témoigner est l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bati-Kuira. C'est lui qui avait signé en 2018 le contrat initial avec la société Sami Bossarl de l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, qui est également parmi les prévenus. Il a expliqué qu'au départ, c'est un marché d'un montant de près de 27 millions de dollars pour 900 maisons préfabriquées destinées à 9 provinces du pays. S'il a reconnu avoir signé ce contrat, Justin Batikura a expliqué que le gouvernement n'était pas en mesure de payer la première tranche de la facture à Sami Bossarl à cette époque. Il a ajouté qu'il n'a pas pu suivre ce dossier parce qu'il en avait été dessaisi par Vital Kamerhe au travers d'une correspondance officielle. Il a davantage chargé le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi en ajoutant qu'il n'était pas au courant du paiement de 57 millions de dollars à Sami Bossarl. Ce montant, a expliqué Justin Batikira, est loin de celui de 27 millions de dollars du contrat initial. Il n'a pas reconnu la validité de l'avenant au contrat qui a permis ce paiement. Ces propos ont été appuyés par le témoignage de Ngongo Salounou, directeur général intérimaire de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Dernier témoin à comparaître ce mercredi, il a également soutenu que ce paiement a été fait sur la base d'un avenant qui n'était pas valide. On reste en République démocratique du Congo où au moins 16 civils dont 5 enfants ont été tués lors d'un nouveau massacre dans la nuit de mardi à mercredi en Ituri, dans le nord-est du pays. Le bilan a été confirmé par une source au sein de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Le bilan, qui est encore provisoire, fait état de 16 personnes tuées par armes blanches et armes à feu. Les personnes tuées sont 4 hommes, 7 femmes et 5 enfants, tous des moins de 5 ans, selon des autorités du territoire de Djougou. Le bilan a été confirmé par une source au sein de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO à Bunia, le chef-lieu de la province de l'Ituri. Ce nouveau massacre sur le territoire de Djougou, au nord de Bunia, a de nouveau été attribué par les autorités à des éléments armés du groupe ethnico-mystique Coopérative pour le développement du Congo, CODECO. La CODECO est accusée du massacre de plus de 300 civils depuis le début de l'année. Les violences ont provoqué le déplacement de 200 000 personnes, d'après l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Ce groupe prétend défendre les intérêts et les terres de la communauté Landou, majoritairement composée d'agriculteurs. Selon un rapport du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, publié en janvier dernier, ces victimes sont majoritairement des membres de la communauté Emma, des éleveurs et des commerçants.
Au Soudan, des dizaines de manifestants ont défilé à Khartoum pour marquer le premier anniversaire de la dispersion sanglante d'un sit-in. Ils ont également rendu hommage aux dizaines de victimes dont les familles réclament une enquête internationale. C'est un souvenir très douloureux pour tout le peuple soudanais. Nous avons un certain nombre de demandes. La première est que soient punis les responsables pour tous les martyrs. Et la deuxième est l'annulation de la commission d'enquête nationale pour démanteler les sit-ins parce que nous voulons une commission internationale. Aujourd'hui, nous sommes descendus dans les rues sous cette chaleur et malgré le coronavirus, car nous voulons commémorer leur mémoire, celle des manifestants tués lors de la répression du sit-in un an plus tôt, car ils ont permis à la nation de revivre. Nous les gardons dans nos cœurs. J'en parlais en titre, la force conjointe du G5 Sahel, force militaire sahélienne contre le djihadisme, a inauguré ce mercredi près de Bamako son nouveau poste de commandement. Cette inauguration intervient 2 ans après l'attentat contre le précédent poste dans le centre du Mali. La force conjointe du G5 Sahel n'avait plus de poste de commandement depuis l'attentat en 2018 contre son quartier général à Sévaré. Un attentat qui avait fait, outre 2 assaillants, 3 morts, dont 2 militaires maliens de la force. Suite à cet attentat, le gouvernement malien avait mis à la disposition de la force conjointe un terrain dans un quartier de Bamako en 2019. Mais des manifestations des habitants avaient empêché la force d'établir là son quartier général. C'est donc 2 ans après cet attentat que la force conjointe a pu inaugurer un nouveau poste de commandement dans le sud de Bamako, non loin de la base de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, qui compte 13 000 morts. La force conjointe créée en 2017 par le G5 Sahel, qui comprend la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, sous l'impulsion de la France, connaît des résultats relatifs dans la sous-région. Ces 7 bataillons, composés de soldats des armées nationales actuellement déployés dans des camps dans leur pays, doivent théoriquement être placés sous commandement de la force et avoir un mandat transnational. Mais aujourd'hui, les capacités de soutien de ces bataillons sont seulement nationales et non régionales, a dit le général nigérien Umaru Namata Gazama, commandant de la force. Il a émis l'espoir que la force conjointe ait des capacités de soutien propres de manière à pouvoir un jour, dans la sérénité, planifier et conduire en toute autonomie ses opérations. Il faut dire que le nouveau poste de commandement de la force du G5 Sahel est construit par la MINUSMA et financé par l'Union européenne. Je vous propose de suivre Bart Ouvry, l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, pour plus de précisions. Ceci est déjà le 3e poste de commandement qui a été construit suite à des circonstances. Ce 3e chantier nous permet avant tout de démontrer notre engagement ferme. Engagement de toute la communauté internationale ici représentée, aux côtés non seulement du Mali, mais des 5 pays du G5 Sahel. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. L'heure est en alerte au Cameroun. Mois de juin, écrit l'intégration, alerte, danger au Cameroun. Le Canard parle de reprise des classes querellées tant dans le scolaire que au niveau universitaire. Dans un climat de Covid-19, l'économie quotidienne alerte pour sa part sur l'arnaque dans les banques évoquant la cybercriminalité. Cybercriminalité et Covid, dites-vous. Le jour nous informe que l'État camerounais n'a pas réduit son train de vie avec ce journal. On apprend également la mort d'un journaliste. Il s'agit de Samuel Ouazizi, un décès qui doit faire grand bruit du fait de son caractère suspect.
Dans le règlement des contentieux entre frères ivoiriens, l'Afrique du Sud a toujours joué un grand rôle. Aujourd'hui, nous informe que sur le retour de Gbagbo à Abidjan, l'ancien président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud met la pression sur Ouattara. Pression, c'est peut-être trop dit. Avec le quotidien d'Abidjan, on retient que Thabo Mbeki attend que la Côte d'Ivoire franchisse le Rubicon et l'ancien dirigeant sud-africain ne l'a pas caché à Ouattara. Retour annoncé de Gbagbo, écrit le Nouveau Courrier, une mission conjointe de la Cour pénale internationale et de l'ONU sera à Abidjan ce vendredi au palais présidentiel. C'est une atmosphère de deuil qui prévaut, rapporte le Canard. Le quotidien numérique nous plonge dans la politique guinéenne. Le barreau dénonce dans ce pays une délinquance juridique du fait de la falsification de la Constitution. Le quotidien du Faso fait écho de la récrimination des enseignants du privé. Cette dernière exige le paiement des arriérés avant la fin de la semaine du fait de la fermeture des classes liées à la pandémie de Covid-19. Gestion des prisons au Togo, écrit pour sa part Liberté, le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire négligée par le ministre de la Justice. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.